Nous voici au rendez-vous pour vous faire découvrir les stratégies de lutte contre le chômage en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission La Découverte. La Découverte, c'est votre émission qui vous permet de découvrir de nouvelles choses dans plusieurs domaines, bien sûr. Et sur ces plateaux, comme d'habitude, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de mon confrère Michel Benamio. Bonjour Michel. Bonjour Francine Mata, bonjour à vous fidèles téléspectateurs. C'est vraiment un réel plaisir pour moi de me retrouver encore là devant vos postes téléviseurs pour vous présenter ces nouveaux numéros avec un nouveau thématique, avec un expert en macroéconomie. Avec lui, on va essayer d'exploiter ces thèmes qui est tellement bénéfique pour vous, les jeunes de la République démocratique du Congo. Sans plus tarder, on va continuer notre émission, mais avant tout, suivez d'abord cet élément. Intéressé, passionné par l'élevage et par le désir d'investir à long terme, cette vidéo est faite pour toi. Bonjour, je suis Darius Afana et bienvenue sur AgriBA, la chaîne spécialisée en agriculture et ses dérivés. Aujourd'hui, je vais te présenter 5 types d'élevage les plus... Le premier secteur qui fabrique des milliardaires et qui va encore continuer de le faire, c'est la culture de l'élevage de poulets ou aviculture qui a le vent en poupe dans toute l'Afrique. Que tu choisisses de faire l'élevage de poulets de chair ou l'élevage de poulets pondeuses, ce sera extrêmement rentable si tu as la technicité nécessaire. Tu peux également investir dans la transformation, c'est-à-dire dans l'abattage qui va t'apporter une valeur ajoutée supplémentaire. Le deuxième secteur d'élevage le plus rentable, c'est la pisciculture ou l'élevage de poissons. Elle intéresse de nombreuses personnes sur le continent car le poisson est le premier produit animal le plus consommé en Afrique. Et l'avantage avec celui-ci, c'est que tu n'as pas besoin de beaucoup d'investissement pour débuter. Si tu ne connais pas la technicité pour élever les poissons, plusieurs bureaux spécialisés dont la mienne AgriBA peuvent t'accompagner pour mettre en place ton dispositif. Le troisième secteur très profitable, c'est la porciculture ou l'élevage du porc. Après le poisson, le poulet, la viande de porc est l'une des plus demandées en Afrique. Malgré que la viande de porc est interdite dans certaines coutumes, la viande du porc a un vaste marché et ne cesse de grandir. Et une chose à noter ici est que la rentabilité de votre porciculture va dépendre de la race que vous avez choisie. Donc, vous devez vous référer à une structure ou à un ingénieur agronome spécialisé dans la production animale qui pourra vous aider dans ce domaine. Le quatrième secteur que nous allons voir ici, c'est l'élevage bovin ou caprin, c'est-à-dire l'élevage de moutons, des bœufs ou des chèvres. Ce sont des animaux dont l'aliment principal de consommation sont les herbes, en plus de 50%. Mais il faut aussi veiller à ce que ceux-ci consomment des aliments spécialisés pour augmenter leur croissance. Et pour cela, je te conseille de revendre. Une chose également importante est de veiller au déparasitage de tes animaux qui se fait environ chaque 3 mois, donc 4 fois par an. Le cinquième secteur d'élevage qui est en train de changer la donne est l'apiculture ou l'élevage des abeilles. C'est l'un des secteurs d'élevage qui monte réellement en puissance en Afrique centrale et de l'Ouest. Son objectif principal est de recueillir la matière première qui est le miel et qui est très demandé sur le marché quelle que soit la saison, surtout qui est l'un des plus chers. Sa longue durée de conservation lui donne également un avantage. Voilà, nous venons de suivre quelques secteurs de production. Nous avons suivi, il y a l'élevage, l'agriculture, il y a aussi la pêche, qui sont aussi des stratégies de lutte contre le chômage. Pas vrai, Michel? Oui, Francine Mata, ça fait partie des stratégies de lutte plutôt contre le chômage en République démocratique du Congo. Donc voilà pourquoi nous, on n'est pas les seuls monopoles de l'émission La Découverte. On va essayer d'exploiter ces grands thèmes avec un expert en macroéconomie à qui j'ai salué, M. Alain Malata. Bonjour, M. Alain. Bonjour, M. Michel. Bonjour, Mme Francine. Monsieur Alain Malata, c'est un réel plaisir de vous revoir, de vous recevoir encore dans notre plateau, dans notre émission La Découverte. Vraiment, vous êtes quelqu'un qui est toujours là, qui nous répond favorablement. Voilà pourquoi tu es toujours là et avec vous, on découvre vraiment
plusieurs choses. Et puis, nos téléspectateurs vous remercient beaucoup. Donc, aujourd'hui, on va parler de ces grands thèmes, les stratégies de lutte contre le chômage en République démocratique du Congo. Est-ce qu'en RDC, il existe-t-il des stratégies nationales de lutte contre le chômage? Merci beaucoup, M. Miché. C'est une question extrêmement importante parce qu'il s'agit directement du bien-être de la population et ce bien-être passe par la mise en œuvre des politiques économiques et notamment des politiques de l'emploi qui permettent à la population d'être insérée sur le plan professionnel, d'avoir des revenus et de pouvoir satisfaire ses besoins. Et là, sur le plan de la stratégie, dans notre pays, il n'existe vraiment pas de stratégie cohérente en matière de promotion de l'emploi. C'est quelque chose qui, depuis longtemps, a caractérisé notre pays. Et la question de l'emploi est négligée et n'est pas mise au devant de la scène dans les politiques économiques qui sont menées. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une accumulation de personnes, notamment des jeunes, de nombreux jeunes, des millions de jeunes sans emploi, et avec les conséquences que nous voyons maintenant en termes de dérapage dans les comportements qui sont liés justement à cette augmentation démesurée du chômage et des coûts y afférents. Chose qui est déplorable, M. Alain Malata, parce qu'un pays comme la République démocratique du Congo. Absolument, absolument. C'est un grand pays. Aujourd'hui, on estime la population à environ 80 millions, c'est entre 70 à 80 millions. Et dans cette population, la grande majorité est composée de jeunes. La tranche est de 15 à 30 ans. 30 ans, ça peut dépasser 25 millions. Et dans les 25 millions, en tout cas, on dénombre de nombreux chômeurs, de nombreuses personnes qui sont sans emploi, ce qui est dommage parce que, comme nous l'avions dit dans une précédente émission, quand quelqu'un est sans emploi, la personne est vulnérable. Il ne sait pas satisfaire ses besoins parce qu'il ne dispose pas des moyens, des revenus. Et donc, il est livré à lui-même et peut alors, en ces moments, s'adonner à n'importe quelle activité qui serait néfaste, nuisible pour la société. Il y a des gens qui deviennent malades, qui souffrent des hypertensions, des maladies cardiovasculaires parce qu'ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas de revenus et donc ils sont exposés à tout ce que nous voyons aujourd'hui, des cas de banditisme, le phénomène Kuluna. Il y en a qui alimentent les rébellions parce qu'ils sont attirés par des petits appâts qui leur sont offerts alors qu'il y a une possibilité de mettre en place une véritable stratégie de promotion de l'emploi qui permettrait justement d'absorber progressivement cette main-d'œuvre désirée. Monsieur Alain, nous avons suivi les images qui nous montrent le secteur de l'élevage, de la pêche et aussi de l'agriculture. Ça peut aussi être un moyen de diminuer le taux de chômage si seulement le gouvernement mettait en place ces secteurs-là. Est-ce que c'est possible de diminuer les taux de chômage? Absolument, Madame Francine. Déjà dans notre pays, la plus grande partie de la population est rurale. Et dans les milieux ruraux, l'activité principale qui est réalisée, c'est l'agriculture. Il y a également des activités complémentaires dans le domaine de la pêche, de l'élevage et tout ça. Mais les gros, c'est l'agriculture qu'on peut appeler l'agriculture au sens large, donc qui couvre l'élevage. Et donc, si nous avions une politique structurée, et notamment des promotions de l'agriculture, ça permettrait justement de diminuer ces chômages-là, des jeunes dans les milieux ruraux. Malheureusement, il n'y a pas un programme structuré, un programme cohérent avec des objectifs et des politiques structurées dans le domaine du développement de l'agriculture, ce qui fait que notre potentiel même agricole est sous-exploité. Nous commençons maintenant à importer des produits à l'époque que nous produisions localement. Maintenant, nous importons de l'huile de la Malaisie, on importe des maïs de l'extérieur, du blé de l'Ukraine, alors que nous avons un grand potentiel. Et si ce potentiel-là est développé, mis en valeur, ça permettrait justement d'absorber une bonne partie de la main-d'œuvre, notamment dans les milieux ruraux. Et donc, ça, c'est vraiment un axe important. C'est pour ça que les pays qui se sont développés ont toujours conservé une certaine part, même si le pourcentage a diminué avec le temps dans le domaine de l'agriculture, surtout les pays qui ont une vocation agricole, qui ont de larges espaces.
qui est donc... Comme la RDC aussi. Comme la RDC, comme la Chine. La Chine est devenue un grand exportateur des produits agricoles, des produits alimentaires. On voit dans les supermarchés des riz made in China, des riz made in India, et ainsi de suite. Donc tous ces pays-là, à partir de l'agriculture, donc des riz de Vietnam, ont pu absorber une bonne partie de la main-d'œuvre. Maintenant, il faut des programmes qui permettent non seulement d'absorber cette main-d'œuvre, mais également que cette main-d'œuvre puisse avoir des qualifications appropriées pour améliorer sa productivité. Ok, à part ces stratégies, sur quel pilier la RDC devrait se fonder pour lutter contre le chômage, à part la stratégie de l'agriculture ou l'élevage? De la pêche et l'élevage, oui. Merci beaucoup, Madame Francine. D'abord, il faut réfléchir sur une politique de l'emploi. Lutter contre le chômage, ça veut dire mettre en place des actions. Le gouvernement doit adopter une vision globale. Oui. Cette vision qui sera déclinée en politique, en action, en projet pour promouvoir l'emploi. Et dans le cadre de cette stratégie, les premiers piliers, c'est effectuer d'abord un diagnostic. Parce que vous ne pouvez pas, c'est comme un médecin, vous ne pouvez pas commencer à mettre en œuvre une thérapeutique et de solutions s'il n'y a pas, dès le départ, un diagnostic. Vous risquez de taper à côté et de résoudre un problème qui n'est pas le vrai problème que vous cherchez initialement à résoudre. Donc, il faut d'abord commencer par réaliser un diagnostic, l'état de la situation. Et ce diagnostic doit être fondé sur des données, sur des statistiques, essayer d'évaluer quelle est la situation réelle du chômage et quelle est la nature du chômage que nous avons. C'est vrai que chez nous, il y a une conjonction des différentes dimensions du chômage. Nous avons une grande partie de la main-d'œuvre qui n'est pas utilisée dans le cadre de ce que nous avons appelé le chômage structurel. Puis il y a aussi le chômage conjoncturel, il y a différentes formes, le chômage technologique et tout ça, le chômage frictionnel. Et pour chaque dimension du chômage, nous devons avoir des stratégies appropriées. Et donc, la première étape, c'est de procéder à un diagnostic, à une évaluation de la situation. Il faut réunir des partenaires. Des partenaires sous justement la position du gouvernement. Le gouvernement doit identifier les partenaires. Par exemple, le gouvernement avec les associations professionnelles, les syndicats, les entreprises, lancer un forum, une conférence sur le chômage et l'emploi. Et dans ces forums-là, l'un des éléments, ce sera faire un état des lieux de la situation du chômage dans les pays et de la nature de ce chômage. Et identifier les faiblesses que nous avons, pourquoi. Donc, c'est poser la question, pourquoi nous avons ce chômage-là. Quelle est la responsabilité des uns et des autres? La responsabilité du gouvernement, la responsabilité des partenaires, la responsabilité des entreprises, la responsabilité du système éducatif. Donc, tous ces partenaires-là doivent réfléchir et se poser la question. On va maintenant se fixer des objectifs. Où est-ce que nous voulons aller? Quels sont les objectifs que nous pourrons poursuivre, notamment en termes d'objectifs de diminution du chômage? Quel est le rythme que nous allons donner? Par exemple, pour atteindre, si nous avons un chômage de 50%, pour atteindre par exemple un taux de chômage, par exemple dans 30 ans, un taux de chômage de 8%, de 4%, qu'est-ce que nous allons mettre un peu comme politique? D'abord, fixer les objectifs et déterminer les politiques qui sont appropriées pour diminuer progressivement le chômage. Parmi ces secteurs, est-ce que vous avez l'idée tu peux me donner l'exemple d'un secteur qui peut nous aider, qui peut aider la République démocratique du Congo? Mais comme déjà vous avez relevé avec Mme Francine, il y a le secteur agricole, il y a également les travaux, ce qu'on appelle les travaux d'infrastructure à haute intensité de main-d'œuvre. Il y a l'approche IMO, c'est-à-dire des secteurs, des activités, par exemple des constructions de routes, des grandes infrastructures publiques, parce que généralement ces activités absorbent une bonne partie des main-d'œuvre. Je crois qu'on a lancé des grands chantiers ici dans la capitale pour la réhabilitation des routes. On a vu beaucoup de jeunes sans emploi qui venaient pour participer donc à cette action
qui a permis d'absorber une partie des main-d'œuvre. Ces travaux d'infrastructure, nous avons un espace tellement large qui est encore non couvert par les infrastructures. Donc si vous allez à l'intérieur, vous n'avez qu'à faire la nationale numéro 1, vous allez voir que notre pays est vraiment non couvert par les infrastructures. Donc si nous lançons des grands travaux d'infrastructure, des grands travaux publics, ça permettait justement d'absorber une bonne partie de main-d'œuvre. Il y a également la réhabilitation des routes à l'intérieur, des routes de certains ports, tout ça. Les cantonniers, tout ça. Ça également, ça absorbe une large couche. Mais récemment, le gouvernement a lancé les programmes de développement des 145 territoires. Il y a tellement des infrastructures qui s'est construites en RDC. Mais je crois que vous avez également remarqué dans l'évaluation qui a été faite que les programmes n'avancent pas au rythme qui était souhaité. Et donc il y a des lenteurs, il y a eu des dysfonctionnements dans la conduite des travaux tout cela fait que le programme ne peut pas donner les résultats escomptés parce qu'il y a eu des problèmes sérieux, notamment en termes de gouvernance, en termes de management, des ressources. Donc c'est là où il faut mettre du sérieux parce qu'il y a des implications. Vous savez, dans le cadre des interventions, on cible des secteurs, dans le cadre des programmes. Il y a des politiques macroéconomiques, il y a des politiques industrielles, il y a des politiques d'appui aux PME, parce que les PME absorbent une bonne partie de la main-d'œuvre. La plus grande partie des tissus industriels dans tous les pays est constituée de PME. Et donc il faut soutenir les PME, parce que les PME ont une certaine capacité de création d'emplois qui peut permettre à des jeunes, à différentes catégories sociales, de pouvoir disposer quand même d'un emploi. Quand vous parlez de réhabilitation des routes, pour diminuer le taux de chômage, vous ne remarquez pas que ce sont des travaux qui sont à courte durée. Ça peut prendre 1 mois ou 2 ou 3 mois. Alors quand on engage des gens pour travailler pendant 2 ou 3 mois, le reste du temps, ils vont revenir encore chômeurs. Merci Madame Francine, ça c'est une réflexion pertinente parce que, comme vous l'avez dit, ça c'est des travaux à court terme, mais attention, nous avons un grand potentiel sur le plan territorial qui est encore sous-exploité. Et donc, si on doit construire les routes, on doit construire, réhabiliter les routes, ça va prendre des années. Ce n'est pas une mince affaire, ce n'est pas en une année. Donc, le pays n'est pas encore couvert sur le plan des grandes infrastructures. Donc, si on doit lancer des travaux publics, ce sera un projet qui peut prendre 40 ans. Et donc, toutes ces personnes-là, pendant 40 ans, seront utilisées dans différents travaux. Mais à côté, il y a également des programmes complémentaires, parce que ce n'est pas les 5 piliers, les travaux à haute intensité, travaux d'infrastructure à haute intensité de main-d'œuvre. Il y a des piliers complémentaires. Il faut par exemple former la main-d'œuvre. Il faut mettre en place un programme pour développer les capital humain, les compétences techniques. Et ça, c'est les secteurs de l'éducation et la formation professionnelle qui seront chaque jour. Il y a de nouvelles unités qui arrivent sur les marchés du travail. Il y a des nouveaux diplômés qui sont sans emploi et qui ont besoin du travail. Donc, qui alimentent les stocks de chômage. Donc, il faut avoir une planification sur le long terme, sur la manière d'absorber de manière durable cette main-d'œuvre à travers un développement de leur qualification et à travers des programmes de formation, des systèmes éducatifs qu'on doit mettre en adéquation avec les besoins des entreprises, les systèmes de formation professionnelle. Par exemple, il faut développer avec des filières, des métiers qui permettront d'avoir des emplois plus durables, des emplois plus décents et des emplois qui sont moins vulnérables à tous les chocs qui peuvent survenir, des chocs macroéconomiques ou des chocs de divers. Vous ne pensez pas créer des usines pour la production, peut-être la tomate, on peut produire des tomates, je ne sais pas, ça c'est pas aussi un autre moyen de lutter contre le chômage, d'avoir des usines de production. Il y a des niveaux de l'intervention sur le plan industriel. Comme je l'ai dit, dans la définition des politiques, après avoir établi les objectifs, il y a des politiques. Et parmi ces politiques-là, il y a non seulement les politiques macroéconomiques, mais il y a aussi, nous avons parlé des politiques industrielles et des politiques de développement. Et dans les politiques industrielles, là nous avons parlé notamment de l'appui aux PME, aux PMI. Et dans le cadre de l'appui aux PME et aux PMI, il y a également des formations, par exemple pour l'émergence et le développement des écoles de métiers. Des écoles de métiers. Il y a l'appui aussi à des entreprises ou à des industries qui existent, ainsi que la promotion de la création de nouvelles entreprises.
dans le domaine industriel, des saisies, des fabrications de produits, de tomates, etc. Mais pour que les gens puissent participer aux activités dans ces usines-là, ils doivent avoir la formation. C'est comme ça que toute politique de l'emploi doit être soutenue par une politique cohérente et structurée, une politique claire de formation et de développement des capacités. Mais professeur, vous venez de parler de la formation. Le gouvernement a créé depuis longtemps, depuis des années, un centre de formation reconnu en RDC, INPP. Est-ce que ce n'est pas suffisant pour les Congos? Un centre de formation professionnelle. Parce qu'il y a dans plusieurs pays, on voit la Suisse qui a maintenant un taux de 10% de chômage. Ils ont investi dans les formations professionnelles. Vous avez effectivement raison, oui. Michel. Est-ce que la RDC, ici en RDC, la RDC ne peut pas s'imprégner de cette expérience pour essayer un peu de faire en sorte que les jeunes puissent trouver des boulots, puissent trouver de l'emploi, donc c'est un peu ça. Mais en attendant, on voit déjà qu'il y a INPP. Le gouvernement va nous dire que non, il y a INPP qui est là déjà depuis des années, qui forme des jeunes. Est-ce que c'est pas suffisant? Est-ce que le gouvernement n'a pas encore bien compris? Je ne sais pas. Vous avez relevé deux ou trois choses à la fois. S'inspirer de l'expérience de la Suisse, vous avez pleinement raison, parce que la Suisse a une belle expérience dans le domaine de la promotion de l'emploi et notamment de la formation professionnelle. C'est l'expérience de la Suisse qui a été copiée par le Japon, a été copiée par l'Inde. C'est une expérience que les Suisses exportent dans le domaine de l'emploi et de la formation professionnelle. Mais là où je ne partage pas votre avis, c'est la suffisance de l'INPP comme institut. Et quand vous parlez de l'expérience de la Suisse, vous allez remarquer qu'en Suisse, dans chaque canton, ce que nous appelons les provinces chez nous, il y a des instituts spécialisés de formation professionnelle. Donc si je peux les appeler INPP, il y a plusieurs INPP en Suisse. Donc on ne peut pas se suffire par la main-d'œuvre, elle est abondante. Une seule institution comme l'INPP ne peut pas absorber toute cette main-d'œuvre désœuvrée qui a besoin de formation. Et donc on a besoin d'avoir tout un système qui peut être calqué sur le modèle de l'INPP. On doit démultiplier ça. Normalement, dans chaque province, on doit avoir plusieurs INPP, même en RDC. Et c'est ce qui fait la force justement des systèmes de formation. En Suisse, il y a un niveau de formation professionnelle qui est organisé par le gouvernement central. Il y a un niveau qui relève de la responsabilité des provinces. Il y a même des directeurs nationaux chargés de coordonner ces instituts de formation. Et ces instituts-là font des conférences annuelles pour essayer de discuter sur explorer les nouvelles voies de la formation professionnelle, les nouvelles méthodes à appliquer, les nouvelles filières de formation à ajouter, qu'est-ce qui est devenu des yeux par rapport à l'évolution du monde et tout ça. Donc il y a une conférence à l'époque. Si vous n'avez que l'INPP va penser peut-être que ce que nous faisons, ce qu'il fait est déjà très bon. Mais quand on va associer avec d'autres et interagir avec d'autres, et même au niveau international, il y a des conférences, des instituts de formation internationale, et l'INPP aura l'occasion de se remettre en cause et de pouvoir notamment améliorer sa stratégie de formation. Donc, disposer d'un seul institut est largement insuffisant. Pour un pays comme la République démocratique du Congo. Il faut absolument mettre en place plusieurs instituts. Et ces instituts de formation professionnelle doivent cibler différents secteurs. Alors que ça peut s'apprendre. On peut créer des écoles qui permettent de former déjà des gens, parce qu'il y a des logiciels, maintenant on ne peut pas vendre, on ne peut pas être caissier, on ne peut pas faire la comptabilité sans utiliser l'outil informatique. Et ça, vous devez être à l'aise avec l'outil informatique, mais comment l'apprendrez-vous? Ce n'est pas mon cas, c'est appris sur l'État. C'est bien que ce soit déjà appris à l'avance et certifié, parce que quand on dit formation, il faut aussi prévoir la certification des diplômes. La formation sur l'État, généralement, il n'y a pas de diplôme. Oui, mais si vous avez une formation dans une école, dans un institut
spécialisés, il y aura un système de certification que l'État également va organiser. Mais il y a aussi des centres, quand nous voyons aussi à la cité, il y a des petits centres de formation, peut-être pour la coupe et couture, peut-être pour les mécaniques, l'informatique, ça, ce n'est pas important? Si, c'est très important. Et en Suisse, comme M. Michel le disait déjà, il y a déjà plus de 250 filières de formation qui comprennent la coupe couture, les professions générales, on forme par exemple du polymécanicien. Et puis il y a d'autres filières, par exemple la mécanique spécialisée du côté de l'automobile par exemple. Il y a des horticulteurs, il y a la ménisonie, il y a l'esthétique, il y a des domaines de soins de santé, il y a des assistants sociaux. Et même dans chaque province, il y a des conseillers en insertion professionnelle, de formation en insertion professionnelle, vers qui les jeunes peuvent se diriger, ou toute personne sans emploi, pour demander par exemple des conseils en termes d'orientation. Voilà, très chers téléspectateurs, lutter contre le chômage, c'est un défi à relever. Il y a plusieurs éléments qui entrent à l'une de considération qu'on ne doit pas oublier, surtout la formation professionnelle, comme notre expert en macroéconomique, alias homme de la macroéconomie, Alain Malata, nous a expliqué. Il faut se former pour avoir plus de chances de trouver un emploi. Monsieur Alain, à part la formation professionnelle, existe-t-il aussi en République démocratique du Congo des organismes qui peuvent financer les projets des jeunes pour le développement? Jusque-là, il n'y a pas encore un système structuré dans le cadre d'une politique. Il y a des initiatives privées, des petites initiatives disparates, mais il n'y a pas encore un système organisé. Ce qui fait la force des pays développés comme les Japon, la Suisse, nous en parlons, c'est les États-Unis, c'est l'organisation. Mettre en place une organisation. Vous ne pouvez pas atteindre des objectifs ambitieux si vous n'avez pas une politique cohérente et une organisation cohérente. Et donc, chez nous, déjà, si vous posez la question à beaucoup de hauts cadres, de hauts fonctionnaires, de députés, quel est le système de financement ici? Beaucoup diront qu'ils ne connaissent pas. Ça veut dire que le système n'est pas organisé et l'information ne passe pas correctement. Donc il y a des petites initiatives. C'est par exemple de la microfinance qui se développe petit à petit, qui commence à soutenir des projets dans le domaine des PME. Mais il n'y a pas encore un système où l'État. Peut-être les organismes devaient faire une communication efficace par rapport au financement des projets. Oui, bon, il y a par exemple les FPI qui financent également les projets, mais l'échelle des FPI, l'échelle d'intervention des FPI est trop étroite. C'est comme ça qu'il faut démultiplier ces genres d'organismes et en faire une publicité, de sorte que les demandeurs, les gens qui en ont besoin, qui ont des projets, qui ont des initiatives, puissent s'adresser directement. Et puis, il faut savoir alléger les contraintes, c'est-à-dire les barrières, pour pouvoir accéder au financement, tout en mettant en place également un cadre d'accompagnement. Il faut faire un diagnostic, évaluer l'OPEC. Il faut restructurer l'OPEC, et non seulement restructurer l'OPEC, mais mettre en place toute une politique qui ferait également émerger d'autres concurrents de l'OPEC. Parce que s'il n'y a qu'un seul organisme, généralement, s'il n'y a pas de concurrence, les gens deviennent inefficaces parce qu'ils pensent que tout ce qu'ils font, c'est bien. Alors il faut qu'il y ait des concurrents. Comme ça, dans cette dynamique des marchés concurrentiels, de l'offre de services de soutien au PME, on va voir quel est l'organisme qui met en place des mécanismes et des stratégies qui sont les plus efficaces et qui permettent aux entreprises de se développer et de pouvoir financer, mettre en œuvre leurs projets. Qu'est-ce qu'on peut faire pour combler ces vides-là dans le domaine de l'emploi en RDC, pour combler ces vides-là en RDC? C'est là où j'ai relevé l'importance de mettre en place une politique. Vraiment. Parce que cette action fera partie d'un cadre général, d'un ensemble d'actions où il y a des liens, c'est-à-dire il y a des interactions, des influences mutuelles. Quelle action va influencer également la mise en œuvre efficace des taux de ça, il faut une politique. Sans politique, si on fait des actions individuelles, des actions isolées, ça ne nous permettra pas d'atteindre des objectifs ambitieux. Donc on va se retrouver là 10 ans, 20 ans après, sans avoir atteint les objectifs que nous souhaitons. Chaque jour, il y a une alimentation, du stock de chômage, avec les flux nouveaux.
de toutes sortes. Il y a des diplômés qui sortent des universités, qui ne trouvent pas d'emploi. Il y a ceux qui n'ont pas bénéficié d'une quelconque formation professionnelle, qui ne trouvent pas d'emploi. Et ce mélange-là produit tout ce que nous avons comme dégâts. Et aujourd'hui, c'est tout le monde qui veut être parlementaire. Si on croit que c'est les parlements qui donnent des emplois, parce qu'il n'y a pas d'emploi, alors est-ce que je ne peux pas être Une question de tenter seulement la chance, on ne sait jamais. Hein? Oui, mais tenter la chance sur des questions. Tenter la chance sur des questions essentielles. Ça, c'est hasardeux. Pourquoi? C'est parce qu'il y a un vide en termes de politique d'emploi. Alors, les gens se sont mobilisés eux-mêmes. On voit beaucoup de jeunes qui sont sans emploi, des désœuvrés, qui aujourd'hui, il y a des panneaux partout là, des désœuvrés qui veulent être des députés. On pense que là-bas, c'est au Parlement qu'on se fait l'argent. Alors que le Parlement n'est pas les lieux pour se faire l'argent. Monsieur le Malata, maire d'ici, il y a des millions de jeunes du Congolais qui n'ont pas bénéficié de des formations professionnelles. Et ces jeunes-là, comment faire pour résoudre leurs problèmes-là de chômage? Comment on peut faire? Merci. Comment la RDC peut faire pour résoudre ces problèmes-là? Parce qu'il y a tellement de jeunes qui n'ont pas eu la chance. Il y a des ceux-là qui ont peut-être besoin de prendre des formations, mais jusqu'à présent, ils ont des problèmes parce que peut-être des financements. Ils n'arrivent pas à prendre des formations parce que, je viens de dire ici par rapport à les coûts que les gouvernements demandent peut-être dans un centre de formation. Donc, c'est un peu ça. Comment faire pour ces jeunes-là qui aujourd'hui sont exposés, sont vulnérables, il faut un programme spécial. Il faut un programme spécial qui tienne compte de la particularité de ces jeunes-là. Il faut d'abord parvenir à les identifier. Parce qu'on peut parler de jeunes, mais on ne les identifie pas. Il n'y a aucun cadre, il n'y a aucune base de données qui peut nous permettre d'estimer la part des jeunes qui sont désœuvrés ou qui sont même ceux qui sont dans la criminalité. Aujourd'hui, dans la ville, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans la criminalité. Il faut savoir les identifier et évaluer quelle est cette population-là. Ils représentent combien? Ils sont à combien? Je peux dire des millions, mais des millions, c'est vague. Il faut qu'on puisse dire ils sont à 5 millions, ils sont à 10 millions, ils sont à 15 millions. Et dans les 15 millions, il y a combien de femmes? Il y a combien d'hommes? Il y a par tranche d'âge. Et commencer à faire des enquêtes, comme on a fait à l'époque sur quand il y a eu la mise en place de la commission de la démobilisation des anciens combattants. On commence à poser des questions, on commence à l'identifier, on fait des enquêtes, ne fût-ce que pour essayer de voir la nature des problèmes que représentent ces jeunes-là. Ça, c'est les recensements, je pense. C'est les recensements. Ça, c'est un recensement particulier qui cible ces jeunes uniquement, qui sont désœuvrés, qui sont sans emploi, et savoir à l'intérieur qui sont qualifiés, qui ne sont pas qualifiés. Parce qu'il y en a qui sont qualifiés. J'ai croisé une fois sur la route un motard. À l'époque, il y avait des problèmes de carburant lors du début de la guerre russo-ukrainienne. Les transports étaient difficiles pour trouver les carburants. J'ai dû prendre une moto. Et un jeune m'a dit que non, il est diplômé de l'ISTA. Il est diplômé de l'ISTA, mais faute d'emploi. Il a préféré être conducteur de moto. Donc, on peut dire que ce n'est pas mauvais aussi d'avoir des initiatives personnelles, par exemple conduire une moto ou bien vendre des téléphones ou une boutique d'habillement. Mais pour quelqu'un qui a été formé pour faire plus grand que ça, pour participer activement au développement du pays, il devait faire partie des techniciens et des cadres. Des cadres ou des personnes de collaboration, peut-être dans une usine, vous les retrouvez en train de conduire une moto. Il y a un problème entre. Voilà. C'est déplorable. Pour les jeunes qui n'ont aucune qualification, on peut voir deux éléments, deux aspects, deux dimensions. D'abord, dans les cadres des programmes à haute intensité des MEDEF, des programmes d'infrastructure à haute intensité des MEDEF, comment par exemple mettre en place des incitations pour attirer ces jeunes. Et puis, les corollaires de ça, c'est-à-dire la deuxième dimension, c'est voir quels sont les instituts ou les centres de formation des métiers avec des incitations à mettre en place, parce que certains de ces jeunes, même si vous voulez les former, ils ne le feront pas. Il faut les pousser.
il faut lui faire comprendre, il faut les sensibiliser et mettre en place des incitations pour qu'ils viennent participer à la formation. C'est peut-être l'emploi qu'il obtient temporairement dans des programmes IMO, donc à haute intensité de main-d'œuvre, comme vous avez dit, peut-être ne serait pas durable. Mais après, il faut voir après comment poursuivre-t-il son insertion professionnelle et sociale à travers, par exemple, un système de formation qui lui est adapté. On a vu quelques centres ici qui, par exemple, aident des jeunes filles dans le domaine de l'esthétique, dans le domaine de la coiffure, ainsi de suite, des jeunes dames qui n'ont pas pu bénéficier d'une éducation formelle. Alors, on les a récupérés dans ces centres-là, mais c'était des centres privés qui ne bénéficient pas de soutien approprié. Alors, il faut voir, selon la catégorie de ces jeunes-là, l'âge, ainsi de suite. Par exemple, à quelqu'un qui est moins âgé, par exemple, si vous trouvez un jeune de 17 ans, de 18 ans, mais on peut encore les récupérer beaucoup plus facilement dans la formation parce qu'il est encore jeune, il y a encore tout un potentiel à développer par rapport à quelqu'un, par exemple, qui a 30, 40, qui, bon, peut-être a perdu une population, lui, il cherche directement à avoir de l'argent. Mais les jeunes, là, il faut voir comment lui donner une formation appropriée et le récupérer. L'autre aussi, celui qui est le plus âgé, voir qu'est-ce qui est adapté à sa situation pour lui permettre progressivement de se réinsérer sur le plan professionnel et social. C'est quoi les problèmes? La rémunération et les emplois de la République démocratique du Congo est tellement mal rémunérés. C'est peut-être là qui fait en sorte que les jeunes là qui sont à la maison ne sont pas motivés à rejoindre c'est la raison pour laquelle on appelle la RDC des travailleurs. Quand on appelle les pays pauvres, ça veut dire que c'est un pays où les revenus par habitant est en dessous d'un certain seuil, généralement tout autour de 700 à 900 $ par personne par an, c'est-à-dire par jour, par personne, vous avez tout autour de 2 $. 1 à 2 $ par personne par jour. Et on appelle ça pays pauvre, selon les classifications de la Banque mondiale, de l'IFMI, notamment la méthode Atlas. Et donc, ça dit les revenus de la population est tellement faible. Et ça l'expose. La personne est devenue vulnérable. Il n'a pas un revenu décent, il n'a pas un emploi décent. Donc ici, il est question de promouvoir l'emploi décent. Et promouvoir l'emploi décent, ce n'est pas quelque chose qui se fait dans un horizon d'un jour, 2 jours, 3 jours. C'est dans le cadre d'une perspective de long terme où vous allez voir un ensemble de politiques être mises en œuvre. Il y a des politiques macroéconomiques. Il faut augmenter les PIB, c'est-à-dire la production. Mais il faut également veiller à ce que la répartition des revenus soit assez égale, assez équitable. Parce qu'il y a des inégalités criantes entre les rémunérations. Vous allez trouver par exemple dans une administration publique l'ensemble des revenus d'un haut cadre, ça donne par exemple 20 000 $ et les moins gradés, il a 100 $. Alors vous trouvez l'écart est tellement énorme, une tension salariale de 100, c'est énorme. On dit que la tension salariale qui est idéale, c'est celle qui est comprise entre 5 et 10. C'est-à-dire si les moins gradés à 100 $, c'est que les plus gradés doivent avoir au maximum 1 000 $. 1 000 $. Comme ça, dans ce genre de réformes, on peut également améliorer la répartition des revenus de la population. En même temps, quand il y a la croissance économique, quand il y a la croissance des activités, même la croissance des activités des entreprises prises individuellement, il faut veiller à ce que cette croissance puisse rejaillir dans les revenus également des employés. Le travail est mal rémunéré. C'est ce qui fait en sorte que les employés ne puissent pas avoir l'esprit compétitif. C'est ça. Exactement. Ça, c'est la motivation de l'individu au travail. La première motivation, c'est avoir une rémunération. Et si cette rémunération-là n'est pas conséquente, cette rémunération-là n'est pas très bonne, l'individu n'aura pas une incitation à donner les meilleurs de lui-même. Et c'est la raison pour laquelle, dans de nombreux pays, on a créé des dispositifs pour qu'on ait par exemple un salaire minimum. Vous voyez, c'est par exemple le SMIC en France, ou même ce que nous appelons le SMIC, qui est très faible déjà sur nous. Et en France, les SMIC, ce qu'on appelle salaire minimum interprofessionnel de croissance, on dit que ça doit déjà dépasser les 2000 à 2500 € par exemple.
Donc on ne peut pas payer un individu par mois moins de 2000 € parce qu'il sera exposé à les vulnérabilités. Et donc, c'est ça ce que nous devons également insister. Nous, je crois que les SMIC, c'est tout autour de $1 par jour. C'est $1 par jour, ce qui fait $30 par mois environ. C'est très faible. Alors, les entreprises comme les entreprises des Pakistanais, des expatriés qui sont ici, quand ils payent par exemple $50 à leurs agents, ils disent bon, nous on est déjà au-dessus du SMIC, bon, ça ne sert à rien d'augmenter. Et si l'entreprise réalise d'énormes bénéfices sans pouvoir augmenter la faute revient au gouvernement. La rémunération. La faute revient au gouvernement, c'est parce qu'il n'y a pas vraiment des entreprises publiques en RDC. La responsabilité première de toute politique économique, c'est le gouvernement. Vraiment. C'est le gouvernement qui met en place les plans de réforme. Donc, le gouvernement sert de coordonnateur et de guide qui va mettre en œuvre des actions et les autres vont suivre dans la ligne directrice justement placée, indiquée par le gouvernement. Voilà, très chers téléspectateurs, nous sommes en train de découvrir les différentes stratégies de lutte contre le chômage en République démocratique du Congo. Mais nous sommes presque aussi à la fin de notre émission. Avant de nous séparer, nous voulons poser la toute dernière question. Michel, les téléspectateurs diront qu'on a compris les stratégies de lutte contre le chômage, mais comment trouver du travail? Je pense que ça aussi, c'est une question très importante qu'on doit clôturer avec ça. Oui, c'est comment trouver du travail, c'est une question importante parce que les téléspectateurs ont compris, non, le gouvernement doit faire ceci, doit faire cela. Mais moi, selon moi, je trouve que le gouvernement doit commencer d'abord à arranger. Vraiment, de toutes les façons, surtout avec des formations professionnelles. Donc, ça va permettre à ces jeunes-là qu'on appelle des koulouna, à ces jeunes-là qu'on appelle des bandits, de ces délinquants, de retrouver un peu la place en République démocratique du Congo, de faire en sorte que la RDC puisse avancer. N'est-ce pas, professeur? Parce que je ne sais pas comment, bon là c'est selon moi, professeur, vous trouvez comment les problèmes de travail, comment trouver l'emploi en RDC? Comment ces jeunes-là vont faire pour trouver l'emploi? Merci. Il y a le domaine de l'information et de l'organisation du marché du travail. Parce que comme nous avons relevé, il y a plusieurs jeunes qui n'ont pas d'information sur les opportunités d'emploi qui se présentent et qui ont des capacités et donc qui doivent avoir l'information. L'État doit mettre en place un dispositif d'information pour les marchés. J'ai essayé d'entrer juste avant l'émission et il y a 2 ou 3 jours d'entrer par exemple sur le site de l'organisme national qui est chargé de fournir des informations sur les marchés du travail, ce que nous appelons l'ONEM, l'Office national de l'emploi. Les sites de l'ONEM ne marchent pas. Je n'ai pas pu accéder au site de l'ONEM. Cela m'envoie un message m'est renvoyé que non, il y a une erreur, tout ça, c'est pas disponible. J'ai tenté à plusieurs reprises d'entrer dans les sites de l'ONEM, mais je n'ai pas pu y accéder. Or, c'est l'ONEM qui est chargé, notamment, d'organiser les marchés du travail pour que les demandeurs d'emploi puissent avoir des informations sur les disponibilités, les opportunités qui se présentent. Et donc là, c'est un problème déjà ciblé. Alors, les gens sont obligés de se débrouiller autrement pour démarcher, de faire de longues marches, par exemple en ville là-bas, pour aller voir devant des entreprises. Alors, s'il y avait un dispositif ordonné, structuré, avec l'Office national de l'emploi, vous pouvez rester dans votre maison avec votre téléphone, vous entrez sur le site, vous voyez les disponibilités et vous fournissez également des informations concernant vos capacités. Voilà, pour développer les capacités, il faut se connaître soi-même, c'est-à-dire on connaît son talent, ce qu'on a comme talent. Si on est capable peut-être, par exemple, de faire une belle coiffure, on sait que je suis capable de faire une belle coiffure, bien je suis capable de faire un petit commerce, donc par là qu'on peut commencer quand on se découvre. On a la capacité de développer. Le contraire, il y a de ces jeunes-là qui ont des talents, mais ils n'ont pas des gens pour les orienter. Ils sont mal orientés. Il a des talents, mais c'est là où il y a les besoins justement de mentoring également. Dans les sociétés plus évoluées, les aînés, les personnes plus expérimentées ont la responsabilité de prendre des jeunes et de les encadrer, de les orienter. Moi-même, j'ai fait un peu de mentorat pendant 17 ans. Oui. Il y a eu des jeunes que j'ai pris, que j'ai encadrés, il y en a qui j'ai financé les études.
Il y a aujourd'hui des pilotes, il y a des banquiers, il y a des médecins, il y a des informaticiens. Il y en a qui prennent le conseil pour les encadrer, pour développer la capacité. Il y en a pas. Des formations spécifiques. Et vous voyez ces jeunes-là émerger. Il y a d'ailleurs une bonne nouvelle il y a quelques jours, d'un jeune qui a été élevé à une responsabilité, là où il travaille, c'est une joie. Et c'est quelque chose de bien pour la société. Il va participer à l'édification de la société, il va contribuer au développement de notre pays. Ça, c'est une très bonne chose. Cette question est en train d'exposer notre population à des dangers. À un moment donné, nous allons nous retrouver avec une société où les gens n'ont pas été formés, ils n'ont pas d'emploi et qui deviennent violents. Et cette violence-là aura des coûts, va engendrer des coûts néfastes, des coûts importants pour notre société, qui menaceraient l'existence même de notre société. Merci au professeur Alain Malata d'avoir répondu à notre émission. Nous espérons encore les recevoir au prochain numéro. Les stratégies de lutte contre le chômage en République démocratique du Congo, c'était ça les grands thèmes de ce nouveau numéro de votre émission La Découverte. On a découvert avec vous, ensemble, fidèles téléspectateurs de cette émission, avec un expert en macroéconomie, M. Alain Malata. On a découvert des stratégies pour lutter contre le chômage en République démocratique du Congo, notamment dans les secteurs d'agricole, dans les secteurs d'élevage et surtout dans les secteurs des infrastructures en République démocratique du Congo. Question pour les gouvernements de créer de l'emploi pour des jeunes et surtout créer plusieurs centres de formation pour permettre à ces jeunes-là qui n'ont pas pu aller à l'école, qui n'ont pas pu aller aux universités de Kinshasa ou ailleurs de la République démocratique du Congo, partout. En tout cas, c'est là les problèmes. Il faut que les gouvernements prennent conscience à gérer ce secteur pour lutter contre le chômage en République démocratique du Congo. Ça sera bien pour que la jeunesse de demain puisse se retrouver, pour que la jeunesse de demain puisse avoir un base, un sous-bassement pour des emplois. N'est-ce pas, Francine Mata? Exactement, Michel. C'est ça notre thème du jour. Très chers téléspectateurs, votre émission La Découverte continue la semaine prochaine. Nous disons un très grand merci à notre caméraman Glody Capella ainsi à l'équipe technique qui nous a accompagnés et à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et restez branchés sur votre chaîne. Et surtout, n'hésitez pas à nous appeler par les numéros qui est affiché en bas de vos écrans. En tout cas, on est là, disponible. C'était un réel plaisir pour nous. On vous dit au revoir à un nouveau numéro.